On n'a pas besoin de cette merde ici. » A lâché ma mère. Elle m'a arraché le petit gâteau au chocolat des mains et l'a laissé tomber directement dans la poubelle en métal. C'est là que mon père, Richard, s'est avancé. Il ne m'a pas souhaité un joyeux anniversaire. Il m'a tendu une lourde enveloppe couleur crème, frappée du logo de son entreprise. « Tu es un investissement raté. »« Yasmine » a-t-il déclaré, sa voix portant suffisamment pour que les 100 membres de la famille présents l'entendent. « Voici la facture de chaque centime que nous avons gaspillé pour te maintenir en vie. Rembourse-nous, ou disparais de ma vue pour toujours. » Expamentins. Mes mains tremblaient en l'ouvrant. À l'intérieur, une seule feuille de papier. Une facture. Total dû 248 450 €. Une liste détaillée. Couche, loyer et 7 500 € de frais de nuisance. La salle est devenue silencieuse comme une tombe. J'ai regardé le papier, puis je l'ai regardé. Aloy, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. J'ai juste senti cette partie de moi qui désespérait d'avoir leur amour mourir enfin. J'ai refermé le dossier calmement. J'ai glissé la facture dans mon sac. J'ai fait demi-tour et j'ai franchi la porte sans un mot. Je suis restée là, dehors, tenant la facture de ma propre enfance. Laissez un commentaire. Quelle est la chose la plus cruelle qu'un membre de votre famille vous ait dite à propos de l'argent? Je veux lire vos histoires. Mon appartement était plongé dans le noir quand je suis rentrée. Ça sentait le plâtre humide et le nettoyant au citron bon marché. Je n'ai pas allumé. Je me suis juste assise par terre, le dos contre la porte, serrant toujours le sac contenant la facture. Je m'appelle Jasmine, j'ai 26 ans et, depuis 5 ans, je vis comme un fantôme dans ma propre existence. J'ai regardé mon studio, 28 mètres carrés de vide. Mon matelas était posé à même le sol parce que je ne pouvais pas me payer un sommier. Depuis 2 semaines, mon dîner se résumait à des pâtes instantanées et de l'eau du robinet. Je faisais 5 kilomètres à pied chaque jour pour aller travailler, qu'il pleuve ou qu'il vente, parce qu'économiser 2 € de ticket de bus, ça finit par compter. Je n'étais pas pauvre parce que je n'avais pas un bon travail. J'étais auditrice financière spécialisée dans la fraude pour un cabinet réputé. Je gagnais très bien ma vie. Mais je ne gardais rien. Le premier de chaque mois, réglé comme une horloge. Je virais 2 000 € à mon père. Tout a commencé quand j'avais 21 ans. Papa m'avait appelé en pleurs. Il disait que l'entreprise coulait, que la banque allait saisir la maison. La maison où j'avais grandi, celle où vivait encore ma petite sœur. Léa, il m'a dit que j'étais la seule à pouvoir les sauver. Il m'a appelé son roc. Alors, j'ai pris mes responsabilités. J'ai tout sacrifié. Pas de nouveaux vêtements, pas de sorties entre amis, pas de vie amoureuse. Je suis devenue une machine à convertir mes heures de vie en cash pour eux. Je pensais être l'héroïne de l'histoire. Je pensais maintenir un toit au-dessus de la tête de ma famille. Assise sur mon sol. Grelottante. J'ai sorti mon téléphone. J'avais besoin d'une distraction pour oublier cette facture qui brûlait mon sac. Une notification est apparue. C'était Léa. Léa avait 22 ans. Elle ne travaillait pas. Elle n'étudiait pas. Elle était influenceuse, ce qui signifiait qu'elle prenait des photos des choses que mes parents lui achetaient. J'ai cliqué sur la vidéo. C'était un unboxing posté il y a 2 heures, juste avant le début de la fête. « Coucou tout le monde !» gazouillait Léa à l'écran. Elle était assise sur son lit dans la suite parentale, la chambre qui était la mienne avant que je parte. Elle était rayonnante, en bonne santé, bien nourrie. Papa vient de me surprendre avec le meilleur cadeau d'anniversaire en avance. Il a dit que je le méritais, parce que je suis son rayon de soleil. Dara di Fezena. Elle a sorti un sac de sa housse de protection. Un sac à main de créateur. Cuir jaune canari. Finition dorée. Je savais exactement combien coûtait ce sac. Carja Auditais des Marques de Luxe. C'était 5 000 €. J'ai mis la vidéo en pause. J'ai regardé l'heure de publication. 6:00. J'ai ouvert mon application bancaire. J'ai consulté mon historique. Il y a 3 jours, j'avais envoyé mon virement mensuel de soutien hypothécaire. 20 €. Papa avait dit qu'il était à court d'argent. Mon estomac s'est retourné. J'ai eu la nausée. Une sueur froide a coulé dans mon cou.
J'ai ouvert le calendrier. Le mois dernier. J'ai envoyé l'argent. Le 5. Léa postait une nouvelle paire de boucles d'oreilles en diamant. Le mois d'avant, j'avais envoyé de l'argent pour des réparations urgentes de toiture. 2 jours plus tard, ma mère postait des photos d'un week-end spa dans un hôtel 5 étoiles à Deauville. Je ne sauvais pas la maison. Ça n'a jamais été le cas. La maison n'était pas en danger. L'entreprise ne coulait pas. Mon père ne pleurait pas parce qu'il avait peur d'être SDF. Il pleurait parce qu'il savait que ça marchait sur moi. Je n'étais pas une fille pour eux. Je n'étais même pas une personne. J'étais un service public. Un appareil électroménager qu'on branche quand on veut du cash et qu'on débranche quand on veut faire la fête. J'ai regardé à nouveau la facture dans mon sac. Frais de nuisance. Ils ne me détestaient pas parce que j'étais mauvaise. Ils me détestaient parce qu'ils devaient m'exploiter. Et me voir leur donnait une minuscule étincelle de culpabilité. Alors ils transformaient cette culpabilité en rage. Ils s'étaient convaincus que je leur étais redevable pour pouvoir dormir la nuit, tout en volant mon avenir pour financer la vanité de Léa. J'ai fermé les yeux. La tristesse qui m'écrasait depuis 5 ans s'est évaporée. À la place, quelque chose de froid et de tranchant s'est enclenché. Mon cerveau d'auditrice judiciaire s'est enfin réveillé. Il voulait traiter notre relation comme une transaction commerciale. Il voulait parler de qui doit quoi. D'accord. Ai-je chuchoté à la pièce vide. On va auditer les comptes. Minus de this. 2 jours après le dîner d'anniversaire. Mon téléphone a sonné. C'était mon père. J'ai fixé l'écran. Une partie de moi. La vieille partie désespérée. Espérait qu'il appelait pour s'excuser. Peu. Être qu'il avait réalisé que la facture était cruelle. Peu. Être qu'il voulait dire qu'il m'aimait. J'ai décroché. Jasmine. A-t-il dit? Pas de bonjour. Pas d'excuse. Sa voix était impatiente. Comme s'il commandait un café. J'ai besoin que tu viennes. L'équipe de nettoyage me demande 500 € pour vider le bureau avant le gala. Je ne vais pas payer ce vol qualifié. Tu dois venir le faire. Deamas. Enderdade. J'ai serré le téléphone. Tu veux que je nettoie ton bureau? Je veux que tu mérites ton pain. A-t-il aboyé? Tu nous dois toujours cette facture. Considère ça comme un acompte. Sois là dans 1 heure. Et ne mette rien de chi. C'est crade là-dedans. Nguashen. Il a raccroché. Je n'ai pas jeté le téléphone. Je n'ai pas pleuré. J'ai senti un calme étrange m'envahir. Il n'appelait pas sa fille. Il appelait une domestique. Mais il commettait aussi une erreur tactique critique. Il invitait une experte en fraude financière dans la pièce où il gardait ses secrets. J'ai conduit jusqu'au domaine. Le portail s'est ouvert, et je me suis garée à côté de sa Lexus immaculée. La maison avait l'air majestueuse. Un monument à leur ego. Mais je savais maintenant qu'elle était bâtie sur des fondations de mensonges et sur mon argent volé. Papa m'a accueilli à la porte. Il était habillé pour le golf. Polo. Pantalon de marque. Il ne m'a pas regardé dans les yeux. Il m'a juste fait signe de le suivre vers le bureau. La pièce empestait le vieux cigare froid et le papier jauni. C'était un désastre. Des piles de dossiers s'entassaient sur le bureau en acajou, débordant sur le sol. Dans un coin, 3 grands cartons scellés. Il a donné un coup de pied dans le carton le plus proche avec son mocassin de luxe. Ça, c'est les ordures. A-t-il dit? Vieilles archives. Brouillons fiscaux. Déchets inutiles. Émène ces 3 cartons au brasero dans le jardin et brûle-les. Je ne veux pas qu'il reste un seul bout de papier. Les invités du gala utiliseront cette pièce comme fumoir. Je ne veux pas que ça ressemble à un dépotoir. Baise it. Indemacha. Baise it. Il m'a regardé, attendant la bagarre. Il voulait que je discute. Il voulait que je dise « Je ne suis pas ta boniche » pour pouvoir me hurler dessus et me traiter d'ingrate. C'était son jeu préféré. Mais j'avais une nouvelle stratégie. Dans mon métier, on apprend que les criminels sont les plus dangereux quand ils se sentent menacés, quand ils se sentent en sécurité. C'est là qu'ils deviennent négligents. C'est là qu'ils laissent la porte du coffre-fort ouverte. J'ai laissé tomber mes épaules. J'ai voûté ma posture. J'ai forcé ma voix à paraître petite et vaincue. Oui. Papa. Ai-je chuchoté en fixant le sol. Je vais m'en occuper. Adieu Losas. La tension a quitté son corps instantanément. Il a eu un sourire en coin. Il voyait exactement ce qu'il voulait voir. Une fille brisée qui connaissait sa place. Bien.
a-t-il dit en vérifiant sa montre. J'ai un départ au golf. Fais en sorte que ce soit impeccable quand je reviens. Et feed, indade. Il a pris ses clés et est sorti. J'ai attendu. J'ai entendu la porte d'entrée se fermer. J'ai entendu le moteur de la Lexus démarrer et s'éloigner dans l'allée. Le silence est revenu dans la maison. J'étais seule. J'ai regardé les déchets inutiles qu'il voulait que je brûle. Mon père était arrogant. Mais il était aussi paresseux. Il ne déchiquetait pas les documents parce que la machine bourrait. Il n'engageait pas de service pro parce qu'il était radin. Il confiait la destruction de son historique financier à la seule personne qu'il pensait trop stupide pour le comprendre. J'ai verrouillé la porte du bureau. Je me suis dirigée vers le premier carton et j'ai arraché le scotch. « Ok, Richard, » ai-je dit à la pièce vide. « Voyons ce que tu essaies de cacher. » Boyd. Je me suis assise sur le sol du bureau de mon père, entourée par l'odeur de poussière et de vieux secrets. J'ai sorti mon téléphone et ouvert l'appareil photo. Mode collecte de preuves. J'ai ouvert le premier carton. C'était surtout du bazar. Vieille facture d'électricité. Garantie expirée. Mais au fond, j'ai trouvé une enveloppe Kraft. Elle était scellée. Mais la colle avait séché et elle s'est ouverte toute seule. À l'intérieur, des relevés bancaires. Pas pour Richard Consulting, ni pour leur compte personnel. C'était pour Léa, Investissement SAS. J'ai feuilleté les pages. L'adresse de la société était cette maison. Le gérant était mon père. Et les dépôts. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Chaque premier du mois. Un dépôt de 5 000 €. Le libellé disait simplement « Michel. Investissement. Oncle Michel. Mon doux et naïf oncle Michel. » Qui avait travaillé dans le bâtiment toute sa vie et faisait confiance à son grand frère pour gérer son fonds de retraite. Papa avait dit à tout le monde qu'il investissait l'argent de Michel dans des start-up technologiques à haut rendement. J'ai regardé les retraits sur la ligne juste en dessous. Débit, Galerie Lafayette, 2 400 €. Débit Air France, première classe, 1 800 €. Débit Hôtel Ritz, 950 €. Il n'y avait pas de start-up, pas d'investissement. Mon père prenait les économies de toute une vie de son propre frère, les siphonnait via une société écran, et s'en servait pour payer le train de vie d'influenceuse de Léa. Ce sac jaune canari, c'est oncle Michel qui l'a payé. Son voyage à Saint-Barth, oncle Michel a payé ça aussi. Une vague de nausées m'a prise. Brûlante. Me voler moi. C'était une chose. J'étais jeune. Je pouvais m'en remettre. Mais Michel avait 60 ans. C'était son avenir. C'était sa vie. J'ai photographié chaque page. Mes mains tremblaient. Mais les photos étaient nettes. Je suis passée au deuxième carton. Celui-ci était plus bordélique. Reçu volant. Note manuscrite. Et puis elle l'a vu. Le double carbone de la facture qu'il m'avait donnée pour mon anniversaire. Elle était agrafée à un formulaire fiscal, dans la marge, de l'écriture pointue de mon père. Une note pour son comptable. Passer ses 248 000 € en frais de formation et développement du personnel pour le cabinet de conseil. Besoin de compenser les plus-values cette année. Colla desistri, je l'ai fixé. Incrédule, il n'essayait pas seulement de me culpabiliser. Il prévoyait de déclarer ma dette, comme une déduction d'entreprise. Il allait dire au fisc qu'élever sa fille était une charge professionnelle déductible. Espèce d'homme avide et arrogant. Ai-je murmuré. Il avait documenté sa propre intention de commettre une fraude fiscale. Il l'avait écrit à l'encre bleue. J'ai pris la photo. J'ai attrapé le troisième carton, plus petit, caché au fond, à l'intérieur, enfoui sous de vieux magazines. Une épaisse enveloppe jaunie. L'écriture sur le dessus a arrêté mon cœur. Ce n'était pas celle de mon père. C'était une cursive élégante, tout en boucle, pour ma petite fille. Yasmine. In cours de rove, c'était de Mamie Rose. Elle est morte il y a 3 ans. Je n'ai jamais eu de lettre. Mes parents m'ont dit qu'elle était trop malade à la fin pour écrire. Qu'elle était partie sans dire au revoir. Je l'ai ouverte. La date en haut remontait à 2 semaines avant son décès. Ma très chère Jasmine, disait la lettre. Je sais comment il te traite. Je vois comment il te rabaisse pour se sentir grand. Tu es la seule lumière de cette famille. Et je ne les laisserai pas t'éteindre.
And eyes, illusion and eyes. Les larmes brouillaient ma vue. Je les ai essuyées furieusement. Je devais lire ça. J'ai mis en place un fonds pour toi. Il est séparé de la succession familiale. 2 millions d'euros. C'est à toi. Et à toi seul. J'ai donné instruction au notaire de te contacter directement. Mais je connais ton père. Il a le don d'intercepter les choses. Si tu lis ceci, c'est que tu as découvert la vérité. Ne les laisse pas y toucher. Fuis. Ma chérie, prends l'argent et fuis. And beside business, ils avaient intercepté le notaire. Ils avaient caché le testament. Ils avaient volé la lettre. Ils m'avaient laissé croire que ma grand-mère était morte sans penser à moi. Juste pour pouvoir contrôler l'argent. La tristesse que je ressentais l'instant d'avant a disparu. Elle a été remplacée par une rage froide et dure. Elle a commencé dans ma poitrine et s'est propagée jusqu'au bout de mes doigts. Ils n'avaient pas seulement volé de l'argent. Ils avaient volé l'amour. Ils avaient volé ma dernière connexion avec la seule personne qui tenait vraiment à moi. Ce n'était plus une dispute de famille. C'était la guerre. Je n'ai pas brûlé les cartons. J'ai tout remballé soigneusement. Je les ai portés par la porte latérale jusqu'à ma voiture. Chargés dans le coffre et recouverts d'une couverture. Puis je suis retournée au bureau. J'ai pris de la cendre de la cheminée et je l'ai étalée à l'intérieur de l'âtre vide pour faire croire que j'avais tout brûlé. J'ai laissé la pièce immaculée. Comme il l'avait demandé. Je suis montée dans ma voiture. J'ai regardé la maison une dernière fois. Elle semblait différente maintenant. Elle ne ressemblait plus à un foyer. Elle ressemblait à une scène de crime. Et j'étais l'enquêtrice principale. Le lieu de réception était la grande salle de bal du Grand Hôtel. Un endroit qui sentait l'argent sale et les lits frais. Des lustres en cristal pendaient du plafond comme des larmes gelées. Il y avait des sculptures de cygnes en glace. Une pièce montée de 10 étages qui coûtait probablement plus cher que ma voiture. Et un quatuor à cordes jouant une musique classique, douce et inoffensive. C'était la scène parfaite pour la plus grande performance de mes parents. Le couple heureux et riche. J'étais assise dans ma voiture dans la file du valet. Regardant les invités affluer, c'était l'élite de la ville. Investisseurs, politiciens locaux, partenaires commerciaux. Des gens que mon père devait impressionner. Des gens qui n'avaient aucune idée que leurs investissements finançaient l'addiction au Gucci d'une gamine de 22 ans. J'ai sorti mon téléphone et envoyé le SMS. « Maman, j'ai liquidé mes économies. J'ai le chèque de banque pour le montant total de la facture. Je peux entrer pour le donner à papa ?» La réponse est arrivée en moins de 30 secondes. Utilise l'entrée de service. Ne fais pas de scandale. Donne le chèque à ton père avant les discours et essaie d'avoir l'air présentable. Andy's busted. J'ai souri. C'était le sourire d'un chasseur regardant le piège se refermer. Ils n'étaient pas méfiants. Ils étaient avides. Ils me voyaient comme un territoire conquis venant payer son tribut. Ils se sentaient en sécurité. Je suis sortie de la voiture. Je ne portais pas les vêtements de bureau gris et ternes auxquels ils étaient habitués. Je portais un tailleur que j'avais acheté ce matin. Il était strict, ajusté et rouge sang. C'était un costume de pouvoir. C'était la couleur d'un drapeau d'avertissement. La couleur d'un contrôle fiscal. Je serrais mon sac contre mon flanc. Il semblait lourd. Mais pas à cause du maquillage ou des clés. À l'intérieur, il y avait un chèque de banque de 8 450 €. C'était chaque centime qu'il me restait au monde. Plus un prêt que j'avais contracté sur mon plan épargne. C'était un suicide financier, mais à côté du chèque. Il y avait un dossier épais contenant les photos prises dans le bureau, et clippé à la bretelle de mon soutien-gorge. Sous la soie de mon chemisier. Un petit micro haute fidélité, j'ai franchi les portes de service, évitant la ligne d'accueil. La salle bourdonnait de conversations. J'ai scanné la foule et je les ai repérés. Mes parents étaient près du devant. Tenant court, ma mère dégoulinait de diamants. Des nouveaux. Probablement achetés avec le dernier investissement d'oncle Michel. Mon père riait. La main sur l'épaule d'un homme que j'ai reconnu comme étant un conseiller municipal. « Et puis si elle l'a vu ?» Oncle Michel. Il se tenait près du bar, dans un smoking de location. Sirotant une bière. L'air épuisé comme un homme qui travaille encore pour une retraite qui a déjà disparu. « Jasmine !» a-t-il dit brillamment en me voyant. « Je ne pensais pas que tu viendrais. Ton père a dit que tu avais des difficultés financières. » Mi de dire ça, c'était le cas. Ai-je répondu en lui prenant la main.
Mais je suis là pour tout arranger. Boulez-en. Il ne se doutait pas que dans 20 minutes, j'allais lui briser le cœur pour lui sauver la vie. À l'autre bout de la salle, mon père a tapoté son verre. Le projecteur s'est braqué sur lui. Il avait l'air puissant, intouchable. Il ne savait pas que je tenais le détonateur.